que des trucs là. Salut à toutes et à tous, samedi matin c'est live, alors live vraiment exceptionnel et excessivement important. On va parler d'un ami à nous tous, que vous connaissez tous et que vous aimez, Stan Mayo, activiste contre la pédocriminalité, ancien gendarme, quelqu'un avec un courage énorme et un cœur énorme. Alors on est diffusé aujourd'hui aussi sur des pages Facebook, sur 5-6 pages Facebook, sur Twitter et évidemment sur Gérard Info. Replay, vous verrez le replay sur Planète 360. Nous sommes aujourd'hui avec Jeannette Siman, la femme de Stan Mayo. Elle va témoigner de l'injustice que subit Stan. Chère Jeannette, comment ça va? Merci Mike, merci de me donner la parole pour parler de cette affaire de Stan. Effectivement, moi ça va, mais pour lui c'est vraiment une affaire énorme. Enfin maintenant il y en a deux affaires qui se superposent. Et lui, bon, il a toujours le moral, il faut dire, parce qu'il sait pourquoi il est incarcéré, il sait quel est son combat, pourquoi il est là. Mais effectivement, au niveau de santé, ça va pas trop. Les conditions d'incarcération sont pas top. Justement, voilà, on va parler des conditions. Quelles sont-elles exactement? Est-ce qu'il est seul? Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Est-ce qu'il est bien traité? Il est toujours à l'heure actuelle en quartier arrivant, c'est-à-dire une sorte d'isolement. Il est réveillé donc 3 fois la nuit pour voir, c'est une procédure pour voir si les détenus ne se sont pas suicidés. Donc, il ne peut pas vraiment dormir toute la nuit. Donc, ça dure depuis 4 mois déjà, qu'il ne peut pas vraiment dormir la nuit. Après, le régime alimentaire, il est végan. Et en détention, en principe, on a le droit d'avoir une alimentation végétarienne au mois. Hein, je pense que c'est dans toutes les prisons pareil, mais pour lui, non. On lui a répondu que c'était une idéologie, donc ça ne va pas non plus. Et il n'a pas la promenade comme les autres détenus, c'est-à-dire une fois par jour, il est juste dans une autre pièce de 15 mètres carrés et on ne peut rien faire. Enfin, c'est juste à ciel ouvert, c'est ce qui change de sa cellule. Donc, c'est vraiment des conditions pas communes. C'est un peu comme en Europe de l'Est à l'époque communiste, où lorsqu'on emprisonnait les prisonniers politiques, on les réveillait constamment pour qu'ils ne dorment jamais, pour qu'ils avouent des fautes qu'ils n'ont pas commises. Oui, seulement lui, il n'a rien à dire de plus, c'est-à-dire il a déjà tout dit et il le dira encore. Hein. Et bon, c'est une histoire qui est vraiment, qui date déjà, hein, sa persécution judiciaire. On peut juste savoir d'abord, voilà, on va parler un peu de lui, comment le traitent les gens, enfin les gens de la prison, comment ça se passe? On va parler de l'affaire. Ils font en sorte justement de le mettre en isolement, qu'il parle avec personne, qu'il voit le moins de monde possible, parce que forcément, dans l'autre incarcération à Sainte et à Poitiers-Bivonne, il se fait plein d'amis. Hein. Les gens, les détenus, ils sont sensibles comme nous tous, ils sont sensibles à son combat, à ses dénonciations. Donc, il se fait plein d'amis et c'est ça qu'ils veulent éviter en le mettant dans une sorte d'isolement. Oui, parce que Stan, il est quand même connu. C'est quand même quelqu'un de connu. On sait ce qu'il a fait dans sa vie. Donc, forcément, les gens viennent le voir. Et donc, ça, l'État le refuse. Ils veulent vraiment qu'il soit seul, quoi. Voilà, c'est ça. Mais avec les peu de personnes avec qui elle est en contact, des surveillants, ça se passe très bien. Hein. Ça se passe très bien. Ils savent pourquoi il est là et il n'y a pas de problème particulier. Ouais. Il n'est pas avec… Parce que moi, j'avais interrogé à l'époque Éric Fiori, à sa sortie de prison, et lui m'avait expliqué qu'il était incarcéré qu'avec des criminels. Ce n'est pas le cas pour Stan. Non, ils l'ont mis là tout seul.
Ils l'ont mis en isolement pour qu'il parle avec personne, pour qu'il n'y a rien qui sort. Concernant les avocats aussi, c'est pareil. Il n'a jamais eu le droit encore d'appeler ses avocats. Hein. C'est aussi Il une n'a pas le droit d'appeler les particularité. avocats? Non, C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu c'est son là avocat? il a vu. Jean-Pierre Il a vu? Joseph, il est venu une fois, mais il n'a pas le droit de l'appeler. Et ça depuis 4 mois. Mais Donc, en ça principe, c'est il pas avait. interdit, ça? Ben, je ne sais pas. En tout cas, on est toujours au même stade après 4 mois. Donc, c'est-à-dire, en principe, il a Maître Danglian et Maître Joseph comme avocat. Et il n'est jamais arrivé de contacter par téléphone ces 2 avocats. On avait même répondu à Maître Danglian qu'il n'a pas été désigné. Et c'est ce que j'ai appris il y a quelques jours, ce que Maître Danglian est interdit d'exercer pendant 1 an. Donc, il ne pourra pas s'occuper de la nouvelle affaire de Stan. Et voilà, c'est ce qui se passe avec les avocats en France qui font bien leur travail parce que Maître Danglian, il a bien travaillé dans le dossier de Stan, il a mis tout sur le tapis, que l'affaire est prescrite, qu'il y a une avalanche de vices de procédure, que c'est une invention déjà à la base. Et voilà. Et maintenant, il est interdit d'exercer. Est-ce que Stan, en ce moment, au niveau de la santé, est-ce qu'il se porte bien? Ben, il a des problèmes dentaires. Hein. Ça date déjà depuis 2020, depuis qu'il a été extradé du Venezuela quand il est arrivé en France. Avec l'histoire du Covid, c'était compliqué de se faire soigner. Et là maintenant, bien sûr, il a des problèmes. Il doit se faire soigner les dents. Et on lui a répondu qu'il devait sortir pour faire une radiographie. Et au départ, ils ont dit, il n'y a pas de problème, on peut le faire, on peut le sortir pour le faire venir à l'hôpital pour faire cette radiographie. Et des mois passent et après, on lui dit que, mais non, comme vous n'êtes pas vacciné et vous ne voulez pas faire le test, tant pis pour vous. Hein. Un air content, mais tant pis. Hein. Donc, ils sont en train de pourrir la situation. Ils lui mettent des embûches sur tout, en fait, quoi. Oui, 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 ils répondent même plus. S'il dit qu'il veut voir le dentiste, ils répondent, à l'heure actuelle, ils répondent même plus pour lui dire, pour lui donner un Doliprane ou quelque chose. Ils répondent même plus. Parce que le dentiste, il pourra le soigner dans la prison. Seulement là, le dentiste lui a dit qu'il fallait faire une radiographie avant tout. Seulement si on ne peut pas faire cette radiographie, on est coincé déjà. Comment va-t-il psychologiquement? Ah, psychologiquement, ça va. Il tient le Il est coup? serein. Ah oui, oui, il tient le coup, il n'y a pas de problème. Il sait pourquoi il est là. Il est serein. On va faire plein de choses en justice là aussi. Il va faire une plainte au comité des droits de l'homme hein, pour la persécution d'un lanceur d'alerte. Il va porter plainte aussi contre M6 parce qu'il vient de sortir un documentaire mensonger en le présentant comme une personne dangereuse qui cherche les armes. C'est un grand n'importe quoi. Ils ont même mis en scène une tentative de kidnapping. C'est le comble. Je veux dire, même la justice, il était incarcéré pour un projet d'enlèvement des 3 enfants de Sandrine Gossadois pour les rendre à leur mère. Donc ça, c'était déjà un mensonge à la base. Et la presse, M6, c'est encore mieux parce qu'ils ont mis en scène carrément une tentative. Donc là, il y a des nouveaux éléments dans le dossier, donc ça va permettre de rouvrir le dossier. Donc on va reparler. Si eux veulent en parler, on va en parler du dossier. Hein, parce que nous, on a absolument rien à se cacher. C'est une machination judiciaire que nous avons dénoncée déjà largement. Tout est sur Internet. On avait fait un documentaire, Jeannette Zeman et Stan Mayo, le retour, où tout est décortiqué. Donc, notre affaire aussi. Donc, les gens qui veulent savoir de quoi il s'agit peuvent regarder ce documentaire sur Internet. Concernant la première affaire, hein, mais on va rouvrir le dossier. Il est lanceur d'alerte. Il est lanceur d'alerte sur des affaires de pédocriminalité. Moi, j'en ai parlé avec énormément de monde, Morad El Attab, et puis de nombre de militants qui luttent contre ça et qui m'expliquaient que la pédocriminalité, elle est jusqu'en haut de l'État. Et donc, lorsque l'on combat cela,
eh bien, on a forcément une partie de l'État contre soi. Oui, mais c'est même inversé. Ça veut dire, c'est pas que ça monte, ça vient du haut. Ça Oui, vient du voilà, haut vers le c'est bas. en haut, quoi. Donc, plus qu'on monte, plus c'est pourri. Donc, le système s'est renversé. Hein. Ce n'est pas une infiltration, c'est un système généralisé de protection de la pédocriminalité, hein, institutionnalisé. Et c'est justement ça qu'il a dénoncé. La protection institutionnelle de la pédocriminalité en France. Hein, ça, c'était notre premier combat. Et pour ces alertes-là, pour ces dénonciations, qui sont des dénonciations déjà qui ont été faites par un rapport de l'ONU en 2002, un rapporteur spécial, Juan Miguel Petit, qui est venu en France entre 2002 et 2003. Ce rapport à elle-même suffit pour comprendre le tout. Hein. Ce rapport tout seul explique tout et ça date déjà. Donc, depuis, ça s'est aggravé la situation, forcément, puisqu'il n'y a pas de justice qui intervient. Et le problème, c'est au niveau de la magistrature que tout est toujours mis sous silence, que la manifestation de la vérité n'est pas faite. Est-ce qu'on peut dire que Stan est de quelque sorte une sorte de prisonnier politique? Ah oui, absolument, absolument, puisqu'il n'y a rien dans les faits. Dans les faits, il n'a rien fait, parce que si vous voulez, parlons de la dernière affaire, parce que là, allez-y, parlez-en. Donc, il a accusé d'incitation à la désobéissance de militaires. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une opération chocolat l'année dernière pour la fin d'année pour inciter les gens du CNT ou d'autres, des personnes de bonne volonté, pour apporter les vœux aux gendarmes pour la fin d'année, une sorte de tradition en France, hein, et en même temps de les informer concernant les mesures sanitaires que cette mise en scène, et pour qu'eux puissent prendre leurs responsabilités. Et c'est-à-dire, dans la démarche, il n'y avait rien de répréhensible par la loi. C'était vraiment une nouvelle forme d'expression qui est complètement pacifique, hein. On se confronte pas aux gendarmes et aux policiers. On fait toute la démarche, elle était complètement inversée, c'est-à-dire c'était anti-trouble à l'ordre public. Hein. C'est un non-violent qu'on essaie de présenter comme une personne dangereuse, mais ça, c'est une mise en scène, tout ça. Parce surtout qu'il a été longtemps gendarme, il a longtemps œuvré pour le bien commun. Il n'a pas été... Non, pas du tout. Il n'a pas été gendarme très longtemps parce qu'il a dû démissionner pour aller faire une démission pour aller chez les parachutistes au premier PMA de Bayonne. Parce que déjà, dans la gendarmerie, ça s'est mal passé parce qu'il y a des manœuvres de corruption en cours. Hein, et avec lui, ça n'a pas marché. Donc, effectivement, sa lutte, ça a été toute sa vie, depuis toujours. Et il a toujours suivi une seule stratégie, en réalité, depuis 2007, hein, depuis qu'il a découvert la protection institutionnalisée de la pédocriminalité, de cette trahison d'État. Depuis, il est en rupture avec ce qu'il appelle l'imposture sociétale. C'est-à-dire, il est parti en clandestinité après l'affaire Vincent et pour Vincent. Hein, c'était la première affaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, expliquez-nous cette première affaire, parce que des gens qui nous regardent peut-être ne la connaissent pas. Oui, il s'agit de l'affaire Vincent en 2006, quand nous avons travaillé dans l'association politique de vie, quand il était enquêteur bénévole dans l'association et il y avait des dossiers qui arrivaient sur son bureau et il devait déterminer donc si les affaires étaient fondées ou s'il s'agissait d'affabulation, parce que ça peut arriver aussi qu'une mère effectivement ment pour récupérer juste la garde de l'enfant. Et donc, c'était comme il a été gendarme, il a une formation de gendarme, donc il sait si eux, ils ont fait leur travail, si tout était passé dans les règles. Il a été horrifié de voir que rien n'était fait, que ça se passait complètement à l'envers, que l'enfant était jamais écouté,
et on arrachait les enfants, parce qu'il y avait plusieurs affaires qu'il arrivait quand il était là. Et on envoyait même les mères en prison et en asile psychiatrique s'ils insistaient dans leur dénonciation. Et il n'y avait aucune justice à obtenir. Il n'y avait jamais la manifestation de la vérité. Donc, il a essayé de protéger cet enfant. Et ça s'est mal passé. Il voulait trouver un acteur judiciaire. À l'époque, il pensait encore quelque part, il va trouver un acteur judiciaire qui va rétablir les droits de l'enfant. Et on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Et ça se terminait avec 3 semaines de détention provisoire pour lui. Et en sortant de cette affaire, il a dit, j'ai assez d'expérience maintenant avec le système judiciaire. Je vais continuer à aider cet enfant et mettre son témoignage sur Internet. Et c'est pour ça qu'il est parti en clandestinité pour pouvoir protéger au minimum encore cet enfant. Voilà. Et bon, sa clandestinité, ça durait quand même jusqu'à 2019, tout en enquêtant. Pour protéger cet enfant, il est passé 13 ans en clandestinité. Oui, ben oui, parce qu'après, c'était la suite, parce que sinon, on n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait, parce qu'on est toujours réduit au silence par la justice même, sinon on est menacé d'incarcération. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, quand on veut rendre justice, quand un citoyen veut rendre justice, il veut faire du bien à son prochain, il est condamné à 13 ans de clandestinité, quoi, si je puis dire. Ou la prison. Et effectivement, oui. Et effectivement, c'est ce qui a dénoncé déjà le rapporteur spécial de l'ONU à l'époque. Dans son rapport, hein, il a dénoncé que les personnes qui veulent protéger les enfants, que ce soit des parents ou des personnes extérieures, se trouvent accusées par la justice, persécutées par la justice. Donc, les rôles sont inversés. Donc, lui, il a déjà dénoncé dans son rapport. C'est pas nouveau. C'est juste que la situation généralisée s'aggrave. Et donc, nous avons continué toutes ces années-là les enquêtes de terrain, de comprendre aussi dans quel contexte s'inscrit l'affaire Vincent. Et on est vraiment tombé de plus en plus dans les réseaux de l'horreur, parce qu'on a enquêté aussi sur les dessous des CD-ROM de Zandvoort, une affaire énorme qui a éclaté en Belgique. Parlez-nous de cette affaire. Oui, c'est une affaire où un détective privé qui s'appelle Marcel Vervloesem, qui est mort maintenant, qui a découvert dans un appartement d'un pédocriminel, où il a découvert des CD-ROM. On parle toujours, l'affaire est surtout connue pour le CD-ROM de Zandvoort, mais en réalité, il s'agissait 21 CD-ROM de Zandvoort. Donc, pas seulement 8500 photos de films de crimes abominables, mais carrément 100 000. Donc, cette personne, hein, une seule personne sur une seule action, il a trouvé du matériel énorme qui implique toute l'Europe, même au-delà de l'Europe. Donc, c'est-à-dire, ça implique des gens connus, des gens de la politique, peut-être des gens de la finance. Ah oui, de tout type. Et justement, les visages étaient très clairs des victimes, mais aussi des bourreaux. Il y avait assez de matière pour faire des investigations. Hein. Comme lui, il était détective privé, il sait comment il faut travailler. Et il avait envoyé justement une CD-ROM. Il a envoyé en France, il a envoyé un peu partout. Et tous les pays d'Europe, ils ont étouffé l'affaire. C'est-à-dire, en France, il y avait 81 familles qui ont reconnu leurs enfants sur les CD-ROM de Zandvoort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que c'était des sosies. C'est tous des sosies. Donc, c'est comme ça l'affaire des CD-ROM de Zandvoort a été traitée en France, mais ça a été pareil dans tous les autres pays. Par contre, Marcel Vervloesem, à lui, ils l'ont fait la misère. Hein. Il a eu les pires accusations
c'était vraiment horrible ce qu'il nous avait raconté dans 2 semaines quand nous avons fait cette interview avec lui en Belgique en 2008. Et nous avons à la fin sorti un documentaire qui s'appelle Les réseaux de l'horreur, qui dure 3h40, d'une très mauvaise qualité parce que dans notre clandestinité, c'était vraiment difficile. On n'était même pas sûr de pouvoir sortir ces documentaires. Mais franchement, quand je le regarde aujourd'hui encore, ce documentaire, il permet de tout comprendre et il me fait encore peur à moi-même aujourd'hui. Avec tout ce que nous avons dénoncé là-dedans, c'est vraiment l'horreur absolue ça va aux tortures, aux mises à mort. C'est l'horreur qu'on a en principe même pas envie de savoir. Et comprendre comment que tout vous ça avez est fait pour fait depuis vivre toujours. Dites-moi, comment vous avez fait pour vivre toutes ces années en clandestinité? Comment avez-vous fait pour vivre toutes ces années en clandestinité? Parce que c'est pas moi, simple. au départ, j'avais. Dites-moi. Ouais, au départ, j'avais des économies. J'avais des économies au départ, j'avais pas mal d'économies qui nous a permis quand même de vivre beaucoup d'années. Et après, on a travaillé aussi au black, à droite à gauche, ce qu'on pouvait trouver, ce qu'on pouvait faire. Ouais, c'est comme ça, on a survécu plus qu'autre chose. Mais bon, c'était jamais l'idée de se cacher. Enfin, faut pas pouvoir être pris par l'imposture judiciaire. C'était ça le problème, hein, parce que sinon, Stan, il aurait été arrêté, puisque suite à l'affaire Vincent, il a été condamné à 1 an de prison ferme et avec un mandat d'arrêt. Donc, ça a été reconfirmé après dans son procès 2009 que le mandat d'arrêt est devenu européen et finalement, c'est devenu même international. Donc, ce qui s'est passé, c'est que après notre... Allez-y, continuez. Oui, je voulais expliquer que la chronologie des affaires, c'est-à-dire on a fait donc, la première, c'était l'affaire Vincent. Après, on a fait cette enquête en Belgique où on est vraiment arrivé dans l'enfer absolu avec les réseaux de l'horreur qu'on découvrait. Et après, on avait découvert aussi le rapport de l'ONU qui a dénoncé tout ça. Et la situation générale pouvait que s'aggraver vu qu'il n'y a pas de justice pour s'en occuper. Et Stan voulait faire un documentaire pour récolter des nouveaux cas en France pour démontrer justement le systémique, le généralisé de toutes ces affaires, parce que chaque personne qui témoigne, une mère qui témoigne de ce qui a raconté l'enfant par rapport aux agressions sexuelles, se trouve isolée et pense que son affaire, c'est la seule. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas encore trop Internet pour connaître tout ça. Et c'était justement l'idée d'expliquer à travers de divers cas, d'expliquer le système, le systémique, il ne s'agit pas d'erreur judiciaire, il n'y a pas de manque de moyens, tout ça, c'est faux. Et donc, il était en train en 2011 et 2012, il était en train de récolter des témoignages des mères, plusieurs personnes qui témoignent ce qui leur est arrivé après qu'ils ont essayé d'aller en justice après des dénonciations de leurs enfants. Et il y avait un dernier cas où on voulait aussi prendre le témoignage d'un enfant. Et cette affaire, après finalement, qui a été utilisée pour nous pendre une association de malfaiteurs avec le projet d'un enlèvement de ces 3 enfants pour la mère, pour Sandrine Gachadois. Mais c'était très clair qu'on était en train de faire un documentaire, on était en train de faire une enquête. Et ça, toutes les preuves sont là. Seulement, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils font disparaître les preuves et ils expliquent le contraire. Même si on a toutes les preuves, ils sont là. Ils n'ont jamais pu prouver que nous avions eu un tel projet, parce qu'un tel projet, on n'a jamais eu. Par contre, on avait fait finalement un documentaire là-dessus aussi qui explique notre cas école,
mais qui inclut aussi toutes les autres interviews que justement qu'on avait fait pour expliquer le problème en France et en général. Donc, ça s'appelle Jeannette Seemann et Stan Mayo, le retour, et tout est disponible gratuitement sur Internet pour Mais comprendre. sur ces 13 ans, vous n'avez jamais craqué? Parce que quand même, c'est un sacrifice énorme. 13 ans de fuite comme ça, de vie en clandestinité. C'est pas. Est-ce qu'il y a des moments où on a envie on dit non, mais on arrête tout? Ben oui, forcément, c'était pas une situation, une décision facile non plus, vous imaginez, hein. Et d'ailleurs, on pensait même pas que ça puisse durer si longtemps. Et surtout, après, quand ils nous ont pendu cette accusation de projet d'enlèvement pour rendre les enfants à la mer, j'étais inclus dans cette association de malfaiteurs puisque c'est moi qui allais au contact de la fille. Donc, moi, j'étais concernée aussi. Donc Donc, vous même risquez la moi, prison aussi. mais du coup, ils m'ont promis effectivement tout de suite 10 ans de prison d'entrée de jeu quand ils m'ont arrêté violemment dans la rue et on commençait déjà à me mettre 3 mois et demi en prison, C'est-à-dire en violemment dans détention la rue, comment provisoire. ça? Violemment dans la rue, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous m'avez dit, ils m'ont arrêté violemment dans la rue. Oui, ils sont venus avec les gendarmes après une conférence de presse. Ils sont venus 4 gendarmes avec armes. Et je découvrais de quoi j'étais accusée parce que quelques jours auparavant, j'étais encore à faire une conférence de presse et 3 jours après, j'étais une dangereuse criminelle. Avec Et bon, armes, ils sont voilà. venus avec armes. Ah oui, oui, mais il faut mettre en scène tout ça. Hein, il faut que ce soit après crédible aux yeux du public, ce qu'on peut répéter dans la presse, n'est-ce pas? Et donc, oui, ça a été très violent. Et j'avais pensé que je ne sais pas ce qui m'arrive là, mais c'est pas ma vie là, c'est la vie de quelqu'un d'autre. J'avais vraiment, c'était un moment où, du coup, on prend conscience que la vie peut prendre toute une autre direction, hein, mais une direction qu'on n'aura jamais pu imaginer. Hein. Et ça a été vraiment, on a passé des moments très durs, très, très, très durs, mais finalement, ils m'ont expulsé de France après cette histoire-là. Et ils m'ont même interdit de parler de pédocriminalité, sinon j'allais repartir 10 ans en prison, hein, c'était ça. Et puis après un an de séparation avec Stan, du jour au jour, du 22 septembre, quand c'est perdu 2012, on se retrouvait le 22 septembre 2013 et à partir de là, on était partis tous les deux en clandestinité. Et là, on a dit, bon, là, il nous faut de l'aide. Hein. Là, il nous faut de l'aide, mais de l'aide de poids, type asile politique, quelque part. Donc, on a contacté plusieurs ambassades depuis l'Europe, pas depuis la France. On était un peu partout, mais à travers les ambassades, on n'arrive à rien. Et donc, on se disait, ben, il faut se rendre dans le pays qu'on choisit. Et finalement, on a choisi le Venezuela. Seulement, bon, vous imaginez, pour joindre le Venezuela dans des conditions où on n'a pas de papier, où on n'a pas d'argent non plus, et en plus être recherché, c'est pas évident. Hein. Mais pourquoi le Venezuela? Pardon? Pourquoi le Venezuela? Parce qu'on cherchait un pays non aligné où on ne pensait pas qu'il va y avoir une extradition. D'accord. Parce que vu que ce qu'on connaît de Hugo Chavez à l'époque et Nicolás Maduro, qui est le président actuel, se dit être dans la même lignée, donc opposé contre l'Empire, ce qu'eux ils appellent l'Empire, et nous c'est plutôt le nouveau ordre mondial, mais on a pensé qu'on parlait de la même chose. Seulement, on s'est encore bien trompé là-dessus, mais on est allé jusqu'au bout hein, pour voir. Parce que finalement, c'est le gouvernement Maduro qui a vendu Stan lui-même. Parce qu'on a contacté le gouvernement et on n'a pas trouvé de l'aide, on n'a pas trouvé
d'asile politique. Ils ont même fait disparaître le dossier parce qu'on l'avait enregistré. Quand nous sommes venus, quand on a fait la traversée, déjà, pour rejoindre le Venezuela, ça passait par les Caraïbes, on a enregistré à Sainte-Lucie la demande d'asile politique au Venezuela. Et ça aurait dû nous protéger en théorie. Seulement, une fois Stan s'est fait arrêter plus tard, quand Stan s'est fait arrêter, on découvre que le dossier a disparu. Alors, j'ai une question. Puis, après, une fois que lui, il était incarcéré à Interpol au Venezuela, ils m'ont donné refuge à moi. Et ce qu'ils ont fait après, ils l'ont extradé et ils m'ont refusé le refuge à moi. Donc, voyons, nous, on a déjà vécu des histoires. Ah ouais, c'est vraiment… écrire plusieurs livres. Alors, j'ai une question d'un internaute qui nous dit salut à tous, force, madame, à vous. Comment pouvons-nous vous aider, chère madame? Votre mari est un grand homme qui a secouru tant d'enfants. Les pédocriminels ont le monopole de la justice, la dernière preuve. Alors, comment aider, comment vous aider? Comment est-ce que, par exemple, là, les gens qui voient votre vidéo, ils peuvent venir en aide et que tous ces gens qui sont touchés par votre histoire? Déjà, il y a une audience le 21 décembre, donc dans quelques jours, mardi prochain, à Riom. Donc, je voudrais effectivement faire un appel aussi au soutien pour que les gens se rendent à cette audience, c'est-à-dire il a déjà passé 4 mois en détention provisoire et ils ont renouvelé pour 4 mois de plus. Et là, elle a fait appel. Donc, c'est cet appel-là qui va passer le 21 décembre à Riom et j'invite tout le monde de venir pour le soutenir physiquement. Et aussi, si vous pouvez nous soutenir financièrement, c'est toujours bienvenu aussi. Hein. Alors, où justement vous soutenir, où vous contacter? Est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir justement vous contacter? Oui, j'ai créé une nouvelle chaîne là qui s'appelle Stan Mayo sur YouTube où je donne toujours des nouvelles. Maintenant, depuis son arrestation, sa dernière arrestation du vendredi 13 août de cette année, ils m'ont pris tous les ordinateurs, téléphones, j'avais plus rien. Donc là, j'avais plus accès à la chaîne que j'avais auparavant. Donc, j'ai créé une nouvelle chaîne. Donc là, il y a toujours des nouvelles que je donne de Stan. Et aussi, il y a mon adresse email qui est dessus pour les personnes qui veulent me contacter. Donc, il n'y a pas de problème. Toutes les informations sont là. D'accord. Donc, sur la nouvelle chaîne de Stan Mayo sur YouTube. Stan Mayo sur YouTube, là, je donne aussi l'adresse. Vous pouvez lui écrire en prison pour mon compte bancaire si vous voulez nous soutenir financièrement. C'est super. Donc, tout est là. Très bien. Et là, il est aux arrêts, c'est-à-dire il est en prison, mais il n'y a toujours pas eu de jugement, en fait. Donc, on ne sait pas en réalité pourquoi il est en prison. Oui, voilà, parce qu'on n'a pas encore parlé de la dernière histoire qu'ils ont inventée contre nous, qui est donc incitation à la désobéissance de militaires. Oui, ça avec les chocolats. Ça, si, vous en avez parlé. C'est-à-dire que vous avez fait une opération où vous donniez des chocolats aux militaires, et eux, aux gendarmes, et la justice dit non, c'est pas donner des chocolats, c'est-à-dire c'est des désobéissances à militaires. Enfin, c'est quand même oui, fou, il a quand même. Oui, c'est tellement ridicule, mais il les a quand même informés de la commission d'un crime contre l'humanité avec les mesures dites sanitaires. C'était ça son objectif, hein, c'est un lanceur d'alerte. Hein. Il a lancé cette alerte et il a immédiatement été traqué par la DGSI et par la gendarmerie de Vichy, tout de suite après. C'est-à-dire, il était libéré de prison de par la première machination judiciaire de projet d'enlèvement. Il a fait 2 ans de prison et il est sorti le 30 novembre 2020. Il est sorti de prison. Et ils l'ont quasiment presque tout de suite remis en prison. Tout de suite, parce qu'il était contacté par Eric Fury, le CNT. Il a rejoint le CNT et il a réorienté la communication du CNT vers des actions pacifiques,
C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 18 décembre l'année dernière, Éric Fiorilde avait prévu une grande manifestation énorme à Paris avec les gilets jaunes, les forains, etc. Et Stan trouvait ça très dangereux de faire des manifestations. Hein. On sait depuis les gilets jaunes que des gens peuvent se faire mutiler, perdre un œil. Et il y a toute une mur jaune hein, maintenant qui témoigne de tout ce qui peut arriver. Donc, il trouvait ça beaucoup trop chaud. Donc, il ne voulait pas aussi créer cet affrontement avec les gendarmes. Il veut faire tout le contraire. Il veut réconcilier, il a ramené tout le monde au calme en réorientant ça dans cette opération chocolat, puisque Éric Fiorilde, il était d'accord. Il a dit, mais bon, on ne peut pas annuler l'événement. On ne peut pas, tout est déjà organisé parce que c'était quelques jours juste auparavant. Et donc, Stan a dit, pour les personnes qui sont déjà parties à Paris, donc vous ne faites pas des grandes manifestations, promenez-vous à 5 personnes dans la rue. Si vous croisez les gendarmes, donnez-leur une boîte de chocolat, informez-les de crimes en cours. Il faut qu'ils aient des bonnes informations. C'est eux qui doivent protéger le peuple. Il faut les ramener avec nous. Il faut faire tout le contraire. Et donc, ça a été très bien accueilli par Éric Fiorilde et par les membres du CNT ou d'autres, et aussi par les gendarmes. Donc, c'est ça qui dérange au plus haut point. Mais à la suite de ça, Éric Fiorilde a été arrêté et Stan aussi. Eh oui. Et 2 jours après avoir donné les commandes de la Néopole de son CNT à Stan, Éric Fiorilde se fait arrêter. Et en même temps, il y a des personnes de la DGSE qui l'informent que lui aussi, il va se faire arrêter. Donc là, elle dit, oh mon Dieu, pour une affaire qui n'est pas répréhensible par la loi, je vais encore me faire arrêter, mais il faut que je lance mon alerte. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens quoi, que voilà, on crée, en France, on peut créer une opération pour donner du chocolat aux gendarmes, mais on se retrouve en tôle. Mais enfin, on voit que l'État aujourd'hui a peur et que l'État fait le ménage auprès de la dissidence, si je puis dire. Aux lanceurs d'alerte. Oui, parce que normalement, il était sous contrôle judiciaire à sa sortie de prison. Donc, il aurait dû aller en janvier, il aurait dû aller signer son contrôle judiciaire. Mais comme il a déjà été informé que pour l'opération chocolat, il va encore se faire arrêter, et je ne peux pas aller, ils vont m'arrêter. Donc forcément, là, il n'a pas eu le choix que de passer en clandestinité. Il n'a pas eu le choix parce qu'il se rend compte que d'informer les gendarmes, parce qu'ils disent les militaires, non, les gendarmes, et la désobéissance de gendarmes est prévue par la loi. Hein? C'est l'article 435-5 de Code de sécurité intérieure qui donne le cadre judiciaire pour la désobéissance de gendarmes. Donc tout ça, c'est parfaitement prévu par la loi. Et pour quelque chose, pour une action parfaitement prévue par la loi, il est encore menacé d'incarcération. Donc là, il n'a pas eu le choix que d'essayer de lancer son alerte et de rester libre. On se trouve à ce point-là. Et donc, ils l'ont arrêté finalement le 13 août de cette année-là avec cette nouvelle machination judiciaire. Comment vous le vivez parce que là, j'imagine que là, vous êtes seul. Est-ce que, par exemple, aussi, les gendarmes viennent vous voir? Est-ce que vous recevez des pressions, des menaces? Non, je subis rien parce que j'ai pas de domicile fixe, si vous voulez, non plus. Hein, parce que là, je suis accueillie chez des amis qui me logent. Mais j'ai pas de pression particulière, non. Ah, ça veut dire que vous êtes vous-même quasiment revenu encore dans cette clandestinité? Non, je suis pas du tout en clandestinité, mais je n'ai pas de... C'est-à-dire, je suis revenue du Venezuela, je suis passée par l'Allemagne en France, et puis Stan se fait encore arrêter.
Et évidemment, je suis là, je vais à la visite, je suis parfaitement là, je parle avec vous. Hein. Non, non, mais je ne suis pas à un endroit, et on va dire, je ne suis pas dans mon appartement à moi. Je suis, j'essaye, puisqu'ils ont incarcéré Stan à Moulin-Isère, j'ai essayé de aller au plus proche pour pouvoir le visiter, justement d'aller dans cette zone-là. Ouais. Mais justement, ça doit être compliqué parce que voilà, vous êtes à Moulin-Isère, enfin à côté, enfin pas loin. Comment ça se passe pour les visites? Est-ce que vous avez droit de le voir, de droit de lui parler? Ou est-ce que c'est comme c'est que des parloirs à travers une vitre? Comment ça se passe? Non, là, ça se passe bien à Moulin-Isère. À ce niveau-là, ça se passe bien. À ce niveau-là, tout est normal. Hein. Je peux avoir la visite comme toute autre personne. C'est juste le téléphone qui pose problème avec les avocats. Et c'est ça qui est embêtant. Mais pour moi, à l'heure actuelle, concernant les visites ou le téléphone, ça se passe bien. Tout est en règle, on va dire. Qu'est-ce qu'il risque là actuellement? Mais ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison. Mais en fait, peut-être je peux vous lire parce qu'il a écrit Allez-y, une autobiographie allez-y. où je suis en tractation avec 2 éditeurs et d'ailleurs je suis aussi ouvert à toute proposition s'il y en a d'autres qui veulent éditer son autobiographie parce qu'il a du temps maintenant, il peut écrire en prison, n'est-ce pas? Et je voulais juste lire ce petit passage, Allez-y, ce lisez. qu'il dit concernant cette incitation à la désobéissance. Hein. Donc, petit passage. Donc, il parle de l'article 434-5 du Code de sécurité intérieure. Et après, il dit « Ainsi, on ne peut en aucun cas m'incriminer pour avoir incité les militaires de la gendarmerie hein, à désobéir à certains ordres très précisément cités et dénoncés par mes soins comme étant contraires à l'intérêt public et même carrément de l'ordre du crime contre l'humanité, sans que ces fameux ordres ne soient préalablement mis sur le tapis, au cœur des débats, avec un examen, enquête judiciaire, poussé, en fonction de la gravité de mes accusations. Mais notez bien, le fait que mes accusations soient graves ne signifie aucunement que je dois être réprimé très sévèrement, de façon exemplaire, pour les avoir portés à la connaissance de représentants de la loi, mais plutôt que les crimes que je dénonce sont d'une incommensurable gravité en fonction de leurs effets, de la nature résolument criminelle, ainsi que de la nature et du nombre de leurs auteurs, co-auteurs et complices, s'agissant en premier lieu de personnes dépositaires de l'autorité publique. C'est-à-dire, les accusations, ils sont graves, mais ça ne veut pas dire qu'il doit être réprimé très sévèrement. Hein, c'est-à-dire, puisque tout est une machination judiciaire, et il y en a tellement de monde aussi qui dénoncent ça, qui dénoncent le crime contre l'humanité concernant les mesures sanitaires. Mais lui, par contre, il le met en prison. Hein. C'est-à-dire, lui, il se fait seulement le relais des personnes, des scientifiques, des juristes et des médecins qui peuvent en parler. C'est eux qui peuvent en parler, qui savent beaucoup mieux que nous de quoi il s'agit. Donc, lui, il se seulement fait le relais et il est en prison pour ça. Donc, on va faire témoigner toutes ces personnes pour aller au fond de la dénonciation. Et finalement, qu'il est en prison, ça va permettre de mettre le focus dessus. Qui vont faire leur audience encore en huis clos ou pas, ça va rien empêcher. Parce que finalement, quand il y a trop de soutien, ils font tout à huis clos aussi. Mais ça ne va pas nous empêcher quand même de parler du fond de l'affaire et de faire sortir la vérité, même s'il ne veut pas la manifestation de la vérité, le fait seulement qu'il soit en prison va le permettre, puisque c'est ça, son objectif était qu'on parle du fond de ces alertes qui sont gravissimes et qui concernent maintenant l'humanité entière. Bien sûr.
Est-ce que, comment dire, vous m'avez parlé d'une prescription sur cette affaire. C'est-à-dire qu'en fait, Ça, c'est l'autre pardon, affaire, sur c'est le l'autre affaire, projet. voilà, malgré sur l'autre affaire, il y a quand même prescription, Oui, mais la justice visiblement s'en fiche. exact. C'est-à-dire, là, il s'agit de cette affaire de projet d'enlèvement des 3 enfants de Sandrine Gachadoua pour les rendre. Cette affaire, ils l'ont inventée en 2012 et en 2017, cette affaire a été prescrite. L'avocat d'Anglian le dit clairement, il était jusqu'au Conseil constitutionnel, il l'a dit. On a même une vidéo. Et ça les a quand même pas empêchés, ça n'a pas empêché les acteurs judiciaires en 2018 de nous condamner dans cette affaire par défaut, puis faire une extradition. Enfin, ils ont fait un enlèvement, il y a encore tout. C'était pas passé dans les règles non plus. Et ils l'ont rejugé donc en 2020 pour cette affaire où il a pris 4 ans en prison ferme, puis 2 avec du sursis en appel. Ça ne les a pas empêchés de le condamner quand même sur une affaire prescrite. Et encore aujourd'hui, sur cette affaire prescrite, ils ont révoqué le sursis. Parce qu'il avait dans cette affaire 2 ans avec du sursis et ils ont révoqué la totalité. Et donc là, il y avait aussi une audience à Bordeaux où finalement, c'est le 5 janvier 2020, on va avoir la réponse pour savoir si la totalité va être révoquée ou pas. Sur une affaire prescrite, hein, pour savoir s'il va encore continuer à l'heure actuelle de te faire la prison pour cette affaire prescrite. Enfin, on dit toujours, parce qu'il y a beaucoup de cas de pédocriminalité qui sortent maintenant dans les médias de façon générale, hein, où il y a des personnes 30 ans plus tard et disent ils se sont fait violer par souvent des personnalités. Hein, et on dit souvent que, ah oui, mais bon, l'affaire est prescrite, la justice est bloquée, on ne peut plus rien faire, l'affaire est prescrite. Ah là, Mais, ça marche. Hein. pour, Là, ouais, ça marche. mais pour c'est pas prescrit, Ah, visiblement. là, il n'y a pas de prescription, il n'y a plus de loi. Enfin, tout est possible. C'est magnifique. Hein. Dites-moi, parce que beaucoup de gens me posent la question, est-ce que Stan ou vous-même avez des contacts avec Carl Zero? Non, j'ai pas eu de contact encore avec lui. Parce que lui, il a fait, il a réalisé un documentaire, Un enfant sur 5, très récemment, où il explique voilà, qu'un enfant sur 5 en France, c'est-à-dire 20% des enfants ont subi des agressions sexuelles. Enfin, c'est quand même le chiffre est faramineux, quoi. Ouais. Est-ce que vous prendrez peut-être contact avec lui? Est-ce que c'est peut-être parce que voilà, c'est Il y aussi votre y combat? avait déjà, à ma connaissance, il y avait déjà des soutiens qui l'ont fait, mais j'ai pas eu de suite. J'ai pas eu de suite à ça. D'accord. Donc, oui, j'incite les personnes à prendre contact avec lui pour voir si on peut faire quelque chose, effectivement. Et vous, dans quel état êtes-vous? Est-ce que je vois que vous êtes une combattante, vous avez envie vous n'êtes pas, comment dire, par quel état sentimentaux, enfin, de sentiments vous passez? Est-ce que voilà, vous irez jusqu'au bout? Parce que voilà, c'est une injustice qui est contre vous? Mais maintenant, c'est pas seulement contre nous, c'est contre l'humanité entière. Hein. Contre quoi nous nous battons. Avant, c'était la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Ça concernait quand même beaucoup de personnes. Même maintenant, ça concerne, avec les mesures sanitaires que Stan dénonce, ça concerne l'humanité entière. Et l'enjeu est tellement énorme. Et donc, ça, c'est infiniment plus grave. Hein. Tout ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est Et lui, comment il énorme. est? Et lui, comment il est? Parce que par exemple, j'ai déjà interrogé des prisonniers qu'on dit politiques, et certains avaient envie de suicide, par exemple. Et lui, il n'est pas dans cet état-là. Il n'a pas. Ah non, jamais, jamais, Non, jamais, jamais, jamais.
Ça ne lui viendra jamais à l'esprit. Il est très combatif. Il sait pourquoi il est là. Il sait que dans quel monde nous vivons et que bah, s'il doit être en prison pour que son message passe, Il est prêt à faire voilà. sacrifice. Ben, Il est il en prêt a à faire déjà. sacrifice. Mais oui, mais c'est ce qu'il fait, hein, et il en a déjà tellement fait. Et c'est pour ça, je pense, il fait peur d'une certaine façon aussi, parce qu'il est tellement consistant aussi dans la durée. Et il a tellement sacrifié déjà personnellement de sa vie. Déjà, il a tout donné, enfin, il a tout donné de lui-même. Et c'est ça qui fait aussi sa crédibilité. Et ce qui explique, je pense, cet acharnement judiciaire spécialement contre lui, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui dénonce la même chose, seulement contre lui, il s'acharne, hein, parce que pas les personnes qui ont fait l'opération chocolat, ils ne sont pas incarcérés. Mais lui qui a eu cette idée, et cette idée, ça date pas de l'année dernière, il l'a déjà fait depuis qu'il est sorti de l'affaire Vincent en 2007. Il s'adresse toujours, il s'est toujours adressé aux gendarmes pour les rallier à la cause du peuple, à la cause de la protection de l'enfance. Ça a toujours été sa stratégie. Hein. Il a jamais incité à la violence. Au contraire, c'est pas du tout de faire des coups d'État. Ils veulent l'assimiler à ça aussi, hein, de faire des actions violentes. Ils veulent l'assimiler à Rémi Daillet, je pense, non? Voilà, c'est ça. Et c'est pas du tout, mais pas du tout sa ligne. Il est complètement comment dire, opposé à tout ça. Et sa ligne a toujours été d'informer les gendarmes. C'est eux les protecteurs du peuple et c'est eux qui doivent arrêter ce crime en cours. Donc, ce n'est pas par des actions violentes parce que là, ça risque de mettre le chaos de la société, de faire avancer, d'aller plus vite dans le chaos de la société avec une action violente. Donc ça, il n'a jamais soutenu tous ces projets-là. Est-ce que les gendarmes qu'il a rencontrés soutenaient ce projet? Soutenaient le projet. Après, il y a déjà une prise. Voilà. Est-ce que il y a déjà ce message? Oui, mais la gendarmerie, c'est comme la société aussi. Il y a des gens qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui doivent déjà avoir les informations concernant ce qui se passe, concernant la vérité. Parce que le problème, c'est qu'on est souvent aussi désinformé avec les médias officiels. Donc après, le problème, il est là. Donc déjà, de leur donner de l'information et aussi de rappeler qu'ils ont le devoir à la désobéissance. Et ça, c'est le cadre légal. Et c'est la seule option que lui, il a trouvé, par contre, de faire de façon légale, de s'adresser aux gendarmes pour rétablir l'état de droit. En tout cas, ce que ça passe par la violence, une guerre civile ou des débordements des choses comme ça. En tout cas, vous avez beaucoup de témoignages de soutien. Brigitte, vous méritez le respect pour votre courage, votre ténacité. Bravo à vous. Nordingue, ils ont peur de lui, ils ont peur de Stan. Boubou dit bien sûr que Stan fait peur à l'oligarchie, sinon il ne serait pas en tôle. Oui, tous ces gens, voilà, comme Stan, tous ces lanceurs d'alerte font peur. Et d'ailleurs, en France, il n'y a pas ce cadre juridique de lanceur d'alerte. Malheureusement. C'est ça le problème. Mais on m'a dit que c'est en train de changer, que la France doit adopter fin de cette année aussi la protection pour les lanceurs d'alerte. Donc, allons voir. Hein. Allons voir. Ça a été dit à la télé que peut-être ils le feront, mais avant qu'ils appliquent ça, je pense qu'il va se passer un peu de temps et c'est pas demain. Voilà, j'ai encore Anna qui nous dit. La théorie. Voilà, c'est la théorie. Voilà, Jeannette, je te trouve formidable. Oui, enfin cette histoire démontre que nous ne sommes pas réellement en démocratie. On dit que la France est un pays libre et démocratique, mais c'est faux en fait.
Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie, hein. Et le problème, c'est la justice. Le pire, c'est la justice, hein. C'est la magistrature qui étouffe la manifestation de la vérité. Ça a été le cas pour la pédocriminalité, la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Et là, c'est la même chose concernant les mesures sanitaires. On étouffe la vérité. On ne peut pas en parler. Il y a un silence écrasant. Donc, du coup, alors c'est mardi. Alors, ce sera mardi, c'est ça? C'est ça. Dites-nous encore à Riom, à la cour d'appel de Riom. À la cour d'appel. Je vous attends, je serai là. D'accord. Pour est-ce que vous pouvez m'envoyer, envoyez-moi aussi sur Signal, comme ça je copie-colle et je mets en description. Donc vous aurez tous les renseignements en bas en description. Jeannette va m'envoyer ça tout de suite, presque, enfin après le live. Tous ces renseignements, je mettrai tous les renseignements en description pour que vous puissiez voir. En tout cas, vous avez peut-être quelque chose encore à rajouter, peut-être, à nous dire? À nous dire, il y aura tellement de choses encore à dire, hein, sur cette machination judiciaire. Mais je pense l'essentiel, je crois, ça a été clair. En tout cas, merci beaucoup, chère Jeannette. Bravo pour votre courage. Et nous pensons à vous. Et voilà, venez, essayez de venir physiquement ce mardi soutenir Stan Mayo. Merci à vous. Merci, Mike. Et bravo pour votre courage. Merci encore. Merci pour votre invitation.